Merci Hassan. Et puis merci encore pour l'invitation. Je suis toujours ravi d'être ici avec vous. Et donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du monitorage en néonatologie. Alors, on ne va pas l'aborder de façon exhaustive, mais on va aborder trois sujets qui sont essentiels en détaillant un petit peu les principaux avantages et la façon dont on peut s'en servir en pratique. Alors, vous savez que le monitorage en néonatologie et en réanimation néonatale est quelque chose d'essentiel. Ici, vous avez... Vous m'entendez ? Il n'y a pas de micro baladeur. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça ? Ok. Donc ici vous avez un nouveau-né donc dans le service qui. Je trouve la flèche. Nouveau-né donc qui est en hypothermie thérapeutique suite à une asphyxie, et vous avez donc le monitorage de base qu'on utilise. Ce monitorage de base donc il comprend la fréquence cardiaque, la SpO2, la fréquence respiratoire, la pression artérielle non invasive et le monitorage neurologique avec ici un EEG continu, mais qui peut être aussi un EEG d'amplitude, on en reparle. Ça c'est évidemment le monitorage de base, il y en a bien d'autres, mais vous comprenez que ce monitorage il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'assurer, comme son nom l'indique, une surveillance continue dans les meilleures conditions de sécurité des paramètres vitaux chez ces enfants qui sont en détresse vitale, mais aussi de pouvoir faire un certain nombre de diagnostics d'anomalies qui vont nous permettre donc de poser des indications thérapeutiques et de suivre leur évolution. On va d'abord parler de la SpO2 en abordant différents aspects de son utilisation. Alors, quand on parle de monitorage, donc, on parle avant tout de technologie. Et il faut que vous sachiez un élément qui est très important, c'est que cette technologie fait appel à des algorithmes. C'est-à-dire que ce que vous allez lire sur un écran, ce n'est pas la valeur, par exemple, de la saturation artérielle en oxygène de l'enfant, mais c'est une valeur qui sera calculée sur un intervalle de temps de 3 à 10 secondes en fonction des appareils. Et donc, il faut toujours garder un esprit critique sur ces chiffres. Ces chiffres ne sont que des produits d'un algorithme. Ils ne vont pas vous donner en temps réel la valeur exacte de ce que vous mesurez. Gardez toujours un esprit critique quand vous avez des chiffres. Ces chiffres ne sont pas fiables à 100%. Et il y a un certain nombre... C'est mieux comme... Merci beaucoup. Je peux parler avec le micro-cravate comme ça, c'est mieux comme ça? Non. Ah non, comme ça, pardon, excusez-moi. Et il y a un certain nombre de situations dans lesquelles vous aurez des chiffres qui vont vous paraître aberrants. Donc ne les prenez pas comme parole d'évangile, excusez-moi, mais sachez garder cet esprit critique. Alors, la SpO2, comment est-ce que ça fonctionne? La SpO2, elle est basée sur le fait que l'oxygène, pardon, l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine réduite ont un spectre d'absorption différent dans le rouge, c'est-à-dire sur des longueurs d'onde entre 600 et 750 nanomètres, et dans l'infrarouge. Et donc, votre appareil de SpO2 va comporter 2 émetteurs, un émetteur qui va émettre dans le rouge, un émetteur dans l'infrarouge, et traverser un tissu en ne retenant que les signaux pulsatiles, de façon à avoir uniquement le sang qui passe dans les artérioles. Et de l'autre côté du tissu, il y aura un récepteur qui va recevoir donc ces 2 faisceaux rouge et infrarouge. Et en fonction donc de l'absorption de ces 2 faisceaux dans les tissus, il va calculer donc le pourcentage d'hémoglobine oxydée et le pourcentage d'hémoglobine réduite, et ainsi en déduire la saturation. Voilà, donc c'est un algorithme, et comme je le disais tout à l'heure,
il faut savoir qu'il y a des situations dans lesquelles il peut être pris en défaut. Donc ici, vous avez vos deux émetteurs, votre tissu, et la photodiode donc, de l'autre côté, qui vous permet, donc, en fonction de l'absorption dans le rouge, dans l'infrarouge, de calculer la saturation. Voilà, ici votre courbe de saturation. Quelles sont les limites pratiques? Donc, on a vu donc, que le système éliminait les signaux non pulsatiles, ce qui sous-entend que quand vous n'avez pas de signaux pulsatiles, ben, le système va éliminer tout le signal. Et donc dans les situations de choc, bien entendu, et vous le savez, vous aurez un très mauvais signal, voire une absence de signal. Ça peut être d'ailleurs un élément qui peut nous guider pour porter un diagnostic de choc hémodynamique dans certaines situations qui peuvent être compliquées. Deuxième problème, c'est les mouvements des enfants. Donc, en principe, aujourd'hui, cette problématique qui a été longtemps un problème au début de l'utilisation de la SPO2 est réglée par la technologie Massimo. Troisième chose qu'il faut connaître, comme on le disait tout à l'heure, donc ce sont des algorithmes. Il faut savoir que le système est calibré chez des adultes sains qui sont mis en hypoxémie. Adulte sain sous-entend essentiellement de l'hémoglobine A. Mis en hypoxémie sous-entend que pour des raisons éthiques, bien entendu, on ne peut pas mettre ces adultes en hypoxémie très profonde. Ce qui veut dire que la plupart des systèmes sont calibrés pour des saturations jusqu'à 80%. Et donc, les éléments aussi à connaître, c'est que plus la SPO2 va diminuer, moins la fiabilité va être bonne, et qu'en pratique, en dessous de 80 voire 75%, vos chiffres ne veulent plus rien dire. Parce qu'on entend souvent les infirmières venir nous voir en disant il a fait une désaturation avec 15% de SAT. Non, ça n'a aucun sens. Il a certainement désaturé. S'il avait 15% de SAT, il pouvait avoir 70, 75, 65 ou 15, on ne le sait pas. Donc, la SPO2 est fiable pour les saturations au-dessus de 80%. En dessous de 80%, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont une désaturation profonde, mais on ne peut pas chiffrer le niveau de cette désaturation. Et donc, troisième élément, c'est fait chez des adultes qui ont essentiellement de l'hémoglobine A. Vous savez que les nouveau-nés ont essentiellement de l'hémoglobine F avec une courbe de dissociation qui est différente. Et du coup, chez le nouveau-né, la saturation enregistrée pour tous les appareils est en moyenne 3 points au-dessus de la saturation réelle. Alors, quelles sont les utilisations donc, qui ont été développées ces derniers temps avec la SPO2? La première, c'est l'évaluation en salle de naissance de l'adaptation à la vie extra-utérine. Premier élément, donc, il faut que, et vous le savez, hein, quand vous monitorez un nouveau-né en salle de naissance et dans les premiers jours, vous devez mettre la saturation au membre supérieur droit pour éliminer donc, le chemin droit-gauche par le canal artériel, qui va persister pendant quelques heures, voire quelques jours chez certains nouveau-nés. Et si vous voulez avoir des chiffres fiables de saturation systémique, en particulier de saturation destinée au cerveau, il faut mettre le capteur au membre supérieur droit. Deuxième chose, vous savez que les fœtus vivent avec une saturation systémique de l'ordre de 60 à 65%. Et donc, quand un nouveau-né va naître, à la naissance, il aura en moyenne une saturation aux alentours de 65%. Cette saturation, elle ne va pas, dans les secondes qui viennent, passer à 95%. Ce n'est pas possible, il faut du temps, le temps que les poumons fassent leur office, que l'expansion alvéolaire se fasse, et que l'oxygénation se fasse. Et donc on sait très bien maintenant que ça, ce sont des courbes qui ont été établies chez des nouveau-nés à terme normaux, sans défaillance aucune, et vous voyez que dans cette population de nouveau-nés normale, la saturation qu'on va considérer, nous, comme normale après la phase d'adaptation, à 94%, ne sera atteinte qu'à 10 minutes de vie. Ce qui veut dire qu'un nouveau-né à 5 minutes de vie, qui a une saturation à 85%, mais qui n'a pas signe de détresse, n'a pas besoin d'oxygène. Et vous savez que pendant des années, on a des générations entières de nouveau-nés ont reçu de façon indue de l'oxygène parce qu'ils avaient des saturations basses à la naissance. Comme disait Hassan tout à l'heure, pour le coup, c'est physiologique d'avoir une saturation basse. Et vous savez que dans certaines conditions, les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés asphyxiés, trop d'oxygène est délétère. Ça crée un stress oxydatif qui peut aggraver un certain nombre de lésions.
Chez les nouveau-nés prématurés, on a la même courbe, sauf qu'elle est décalée de 5 points vers le bas. Et donc, la saturation normale à 10 minutes de vie de nouveau-nés grands prématurés de 32 semaines est de 90%. Pour les mêmes raisons, il ne faut pas donner d'oxygène à ces enfants, dans la mesure où ils n'ont pas de signe de détresse. Deuxième sujet, le dépistage des cardiopathies. Donc tout ça part sur le papier du Lancet de 2011, une étude qui a été menée en Suède, dans 6 maternités, chez des nouveau-nés à terme et proches du terme. Donc ils ont monitoré 20 000 nouveau-nés, en mesurant donc dans les 24 premières heures de vie une saturation sus et sous-ductale. Dans le même temps, et partant du principe que si la saturation était basse ou s'il y avait une différence entre la saturation sus et sous-ductale, ça pouvait traduire l'existence d'une cardiopathie cyanogène non dépistée en prénatal. Et donc ils ont défini un seuil de positivité qui était ou une des deux valeurs de saturation inférieure à 95%, ou un différentiel entre les deux mesures de plus de 2%, en sachant, je le répète, que ces mesures étaient faites dans le même temps, bien entendu. Si le test était positif, et donc ils ont fait une échographie transthoracique à ces enfants, et si les cas étaient négatifs, ils les ont suivis pendant 1 an. Sur cette cohorte de 20 000 enfants, ils ont dépisté en tout, pendant la première année, 53 enfants avec une cardiopathie, et la moitié de ces enfants avaient été dépistés par cette technique. Et donc, en 2012, la Société américaine de pédiatrie a formulé des recommandations donc, pour dépister en suite de couche chez des nouveau-nés à terme, entre guillemets sains, des cardiopathies, de faire cet enregistrement sus et sous-ductal avec un appareil Massimo, on a vu l'intérêt tout à l'heure, le plus tard possible, parce que vous savez que de façon physiologique, le canal artériel peut chanter de façon bidirectionnelle pendant quelques heures, voire quelques jours. Et donc, pour éliminer cet artefact le plus possible, il faut différer ce dépistage le plus proche possible de la sortie. Et ils ont défini donc, des seuils de positivité donc, avec au moins une des deux saturations inférieure à 95%. Et au lieu de retenir un différentiel de 2% comme dans l'étude suédoise, ils ont retenu un différentiel de 3%. Alors, cette technique est sûrement très intéressante, en particulier dans les situations où le dépistage prénatal échographique n'est pas forcément très fiable et très performant. Et ça peut permettre effectivement d'avoir des diagnostics précoces de certaines cardiopathies et donc de pouvoir les prendre en charge précocement avant que les enfants soient vraiment en défaillance. Troisième utilisation de la SPO2, c'est la définition des seuils. Et ça, en particulier chez les nouveau-nés grands prématurés. Et ça, ce sont des questions qui ont été résolues par le projet NEOPROM. Donc le projet NEOPROM, c'est un projet donc, qui repose sur plusieurs études multicentriques qui ont été faites dans les pays anglo-saxons, concernant donc des nouveau-nés de moins de 28 semaines, chez qui on a évalué, chez des nouveau-nés prématurés hospitalisés en néonatologie, 2 seuils de saturation systémique, un seuil bas à 85 à 89% et un seuil haut 91 à 95%. Le critère principal d'évaluation, dans toutes ces études, c'était décès ou séquelles graves à 18-29 mois. Et donc, il y a eu 3 grandes études. L'étude Support, donc qui évaluait ces seuils, mais qui évaluait aussi l'intérêt de la CPAP en salle de naissance. Les études Boost en Grande-Bretagne et l'étude COTE au Canada. Et donc, quand on regarde les résultats, qu'a montré l'étude Support, elle a montré que dans le groupe saturation haute, il y avait significativement moins de décès chez ces enfants, mais plus de rétinopathie du prématuré. Même résultat dans l'étude Boost 2 et dans l'étude COTE, pas de différence. Une méta-analyse a été faite en 2015, et cette méta-analyse reprenant donc ces 3 études plus 2 autres études, a montré que le gain sur la mortalité persistait dans le groupe saturation systémique haute. Ça a donné quoi par la suite ? Un certain nombre donc, de centres ont changé leur pratique, donc puisqu'on utilisait quand même beaucoup des niveaux de saturation bas avant, donc en raison du risque du stress oxydatif chez ces enfants induit par l'oxygène. Et donc ce papier qui a été publié en 2019 a évalué ce qui s'est passé donc, dans le réseau californien, donc sur 7000 enfants. Et donc ici, ils ont regardé dans les centres qui avaient changé leur pratique, la mortalité et les rétinopathies sévères, donc avant le changement, c'est-à-dire
ces centres utilisaient des niveaux de saturation bas, et après le changement, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en pratique de mortalité et pas de différence de rétinopathie. Donc, leur conclusion, c'est le changement donc, des politiques d'alarme n'a pas été associé avec des modifications de mortalité et de morbidité, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, puisque quand on regardait un petit peu les résultats des études dont on a parlé, Support, Boost en particulier, donc il y avait une différence qui était significative, mais avec un intervalle de confiance qui était juste en dessous de 1. Donc on peut comprendre qu'effectivement, dans la pratique clinique, sur des évaluations avec des patients, peu de patients, on puisse ne pas retrouver cet effet, peut-être par un manque de puissance. Quatrième chose, donc ce qu'on utilise de plus en plus maintenant, c'est les systèmes de boucle fermée. C'est quoi un système de boucle fermée? C'est un système dans lequel la saturation de l'enfant enregistré donc, sera retournée au respirateur et le respirateur va adapter automatiquement la FiO2 en fonction de seuils préfixés de façon à maintenir le plus possible une saturation dans les cibles souhaitées. Quand on regarde donc les données publiées, hein, puisque c'est un travail, donc, il y a un certain nombre de données qui existent depuis un certain nombre d'années, vous voyez, ça commence en 1979, les titres de Bancalari, c'est principalement l'équipe de Bancalari à Miami qui a beaucoup travaillé dessus. Et donc, quel que soit le mode de prise en charge, hein, donc ça peut concerner des enfants en ventilation mécanique invasive, en CPAP, voire juste avec des apports en oxygène. Et quand on regarde donc, le pourcentage de temps dans la cible, avec les systèmes donc, de boucle et avec le réglage manuel, vous voyez que dans toutes les études, vous avez un pourcentage de temps dans la cible qui est meilleur que quand vous adaptez, donc quand vous utilisez un réglage manuel. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne. Ici, vous avez la SPO2 et ici la FiO2. Et vous voyez donc chez ces patients, donc dans ce papier, donc c'est aussi l'équipe de Bancalari publié en 2011. Ici, donc vous avez un réglage manuel de SPO2 et vous voyez ce qui se passe, c'est que pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, donc quand on règle manuellement la FiO2, on a tendance à maintenir une SPO2 qui est dans les limites hautes, voire au-dessus de la limite de la cible. Par contre, le réglage automatique vous procure une SPO2 qui reste bien dans la moyenne, et bien entendu, ça va de façon parallèle avec une FiO2 qui est plus élevée si vous adaptez manuellement que si c'est la machine qui l'adapte. Chez les patients instables, ça fonctionne bien. Ici, donc, c'est un papier donc, qui a été publié en 2015 chez des grands prématurés donc, instables, dans lequel ils ont comparé le pourcentage de temps dans la cible en réglage automatique ou en réglage manuel. Vous voyez que le pourcentage de temps est supérieur. Vous voyez qu'il y a moins de désaturation quand vous êtes en close loop. Et ils ont aussi mesuré donc, la saturation cérébrale en IRS. Ils n'ont pas trouvé de différence significative, mais vous voyez qu'il y a une tendance à avoir moins de saturation hors cible en réglage automatique qu'en réglage manuel. Et chez ce patient, vous voyez bien comment ça se passe. Ici, donc, vous avez la saturation et la FiO2. Ici, vous êtes en réglage manuel et vous voyez que vous avez de nombreux épisodes de désaturation avec un regard beaucoup moins de variation de la FiO2. Bien entendu, vous n'avez pas une infirmière qui est là en permanence pour tout le bouton. Mais quand vous passez en réglage automatique close loop, vous voyez que la SPO2 se maintient de façon beaucoup plus importante dans la cible avec, pour le coup, des réglages et des variations de FiO2 beaucoup plus importantes. Et donc, pour les patients instables, c'est d'autant plus intéressant que pour des patients, bien sûr, qui sont plus stables, mais c'est intéressant pour, en fait, tous les patients, et vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des respirateurs modernes sont équipés de systèmes. C'est un logiciel simplement qui est ajouté au respirateur et qui permet donc d'avoir un plus grand confort et une plus grande sécurité donc, pour les réglages de la FiO2. Ça va passer. Alors, quand vous fixez une cible de SPO2, vous pouvez régler sur votre respirateur le même intervalle. Mais vous pouvez aussi régler un intervalle qui est plus étroit, en vous disant que si vous réglez un intervalle plus étroit sur le respirateur, vous aurez une réponse de respirateur en cas de désaturation, de saturation plus rapide,
Et ça vous permettra d'avoir un temps dans la cible plus prolongé. C'est ce qui a été fait dans ce travail, dans lequel donc, ils avaient comme cible de saturation 86-94%, et donc ils ont évalué en crossover 3 réglages sur le respirateur. Le réglage de la cible, 86-14%, et 2 réglages à plus étroits, 88-92, 89-91. Et ils ont montré que le temps d'hypoxémie, si on réglait un intervalle plus étroit que la cible, était moins important, puisqu'il y avait un temps d'hypoxémie de l'ordre inférieur à 2% en cas de cible plus étroite, que si on réglait donc l'intervalle souhaité. Voilà. On a vu la SPO2. Rapidement, on va parler donc du système HERO, donc qui est un logiciel qu'on peut connecter, et ça en parlera mieux que moi, parce qu'il est dans son unité, au moniteur de fréquence cardiaque, qui est en fait un logiciel qui va intégrer à la fois la fréquence, mais aussi la variabilité. Et vous savez qu'en cas de syndrome inflammatoire, et en particulier en cas d'infection ou avant une infection avérée, vous allez avoir donc des signes qui sont d'ailleurs qui, pour nous, doivent nous faire systématiquement penser au fait qu'une infection se prépare, c'est-à-dire une tachycardie qui va apparaître et une variabilité de la fréquence cardiaque qui va diminuer. Le score, le système HERO, c'est simplement l'intégration de ces deux facteurs et la quantification avec un score qui peut être inférieur à 1 et qui veut dire que le risque infectieux est faible, un score qui peut être entre 1 et 2 qui qualifie le risque infectieux comme moyen, et un risque élevé s'il est supérieur à 2. Ce système, donc, est intéressant parce que dans les situations où, là encore, on n'a pas forcément les moyens humains nécessaires pour être en permanence devant le monitorage, ça peut nous aider, nous donner des indicateurs d'un sepsis qui se prépare, et ça peut nous permettre d'intervenir précocement avant que l'infection soit déclarée et évolue éventuellement vers un choc infectieux. Dernier élément de monitorage, donc l'EEG d'amplitude. L'EEG d'amplitude, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un système logiciel, donc qui, au lieu d'avoir un enregistrement continu de l'activité électrique, va enregistrer l'amplitude de l'activité électrique, l'intégrer sur des périodes de 2 à 10 secondes et nous donner un tracé que vous avez ici, sur lequel vous avez l'enregistrement de l'amplitude cérébrale, l'activité cérébrale minimum et maximum. L'intérêt du système, c'est que, d'abord, il coûte beaucoup moins cher qu'un EEG classique. La deuxième, c'est que ce sont des systèmes à 2 ou 4 électrodes, donc qui est beaucoup plus facile à poser. Et le troisième élément qui est, à mon avis, le plus important, c'est que vous avez un enregistrement sur l'écran de 3 heures. Là encore, pour les mêmes raisons, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va être en permanence devant votre écran, et quand vous faites un EEG classique, vous savez que vous avez un écran qui va durer 1 minute, et donc quand vous avez un monitorage continu chez un patient en hypothermie, c'est 72 heures, donc vous n'allez pas rester 72 heures devant. Donc l'intérêt du système, c'est d'avoir donc de façon permanente 3 heures d'enregistrement, ce qui vous permet effectivement de dépister des anomalies plus facilement. Voilà. Donc l'EEG d'amplitude, comme je vous le disais, donc, mesure en permanence l'amplitude minimale et l'amplitude maximale, et on définit donc un tracé EEG d'amplitude normale quand l'amplitude inférieure est supérieure à 5 mV et l'amplitude supérieure à 10 mV, avec cet aspect en oscillation, qui est en fait la traduction de l'activité cérébrale pendant les phases veille-sommeil. On définit donc un tracé modérément altéré quand l'amplitude inférieure est inférieure à 5 mV et l'amplitude supérieure reste supérieure à 10 mV, et un tracé sévèrement altéré quand l'amplitude inférieure est inférieure à 5 et l'amplitude supérieure inférieure à 10. Ça peut nous aider aussi dans la classification des encéphalopathies modérées et sévères, et nous aider à porter des indications d'hypothermie dans les situations, en particulier d'encéphalopathie modérée, où la clinique peut être parfois difficile à évaluer. Les crises, donc on les voit très bien sur un EEG d'amplitude. Ici, vous avez un enfant donc, qui a un AVC sylvien et qui va faire des crises. Vous voyez ici ces points d'onde classiques d'EEG, et vous avez ce tracé
G d'amplitude qui va se modifier avec cette augmentation brutale d'amplitude, et en particulier du seuil inférieur, puisque vous voyez que quand vous avez une crise, vous avez un tracé d'amplitude important partout, et donc votre amplitude globale va augmenter avec cet aspect décroché, très caractéristique, que vous avez donc sur votre écran qui va durer 3 heures, et donc ça va vous permettre très facilement de faire les diagnostics de crise. En conclusion, donc, ce monitorage, donc, il est bien sûr indispensable pour toutes les raisons qu'on a vues. Comme je vous le disais tout à l'heure, gardez un esprit critique sur les données que vous avez devant les yeux, hein. Ce ne sont que des algorithmes. Vous savez qu'on est en néonatologie, donc ce dépistage, ce monitorage est non invasif et c'est très important. C'est un gage de sécurité et de qualité des soins. Il faut bien connaître le fonctionnement et les principes. Savoir interpréter les données en fonction de la situation clinique, hein, c'est très important et ça c'est valable pour tous les examens et toutes les évaluations que vous faites. C'est la clinique qui compte avant tout. Si vous avez un chiffre discordant, posez-vous la question avant tout de la réalité de votre chiffre, si l'enfant va bien. Et donc méfiez-vous des artefacts techniques qui peuvent être nombreux. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci Patrick, c'était très clair.